À Chambéry, le chauffeur du poids lourd est toujours en garde à vue, entendu par les enquêteurs, pour tenter de comprendre. Il a percuté 5 véhicules sur une voie rapide. 4 personnes sont mortes, 4 sont dans un état grave. Les tests d'alcoolémie, en tout cas effectués, n'ont pas révélé d'alcool dans le sang de ce conducteur. Didier Guyot. Après avoir traversé le terre-plein central, rien n'a pu arrêter la trajectoire du semi-remorque. En quelques secondes, il percute 2 voitures qui circulent dans l'autre sens. Puis lance sa course, écrase et emmène avec lui 2 autres véhicules pour ensuite plonger en contrebas dans un ravin. Le semi-remorque était fortement chargé, environ 44 tonnes. On était en contrebas de la route, donc il y avait des problématiques de flèches et de capacité des grues. Donc on a eu 3 engins qui ont travaillé simultanément. Difficile d'extraire les voitures broyées sous le poids, impossible pour les passagers d'en réchapper. Le bilan est lourd, 4 morts, un homme, une femme et un jeune couple et 4 blessés graves. Aux enquêteurs de tenter de comprendre désormais les causes de l'accident. Cause mécanique tout d'abord, un expert ausculte le camion. Il va travailler sur l'état du camion, sur les pneus, sur la mécanique et puis il va examiner aussi le disque chronotachygraphe qui permet de savoir premièrement la vitesse du camion, si cette vitesse est excessive et deuxièmement les temps de repos s'ils ont été respectés. Reste l'éventuelle cause humaine, fatigue, faute d'inattention. Le conducteur n'a pas été blessé dans l'accident. Il est en garde à vue et interrogé. Mais profondément choqué, il n'arrive pas à expliquer l'embardée de son camion. Les premières analyses toxicologiques et d'alcoolémie se sont révélées négatives. Cet accident extrêmement rare en plein Paris, un avocat est mort en manipulant une grenade. Il a ouvert un colis apparemment envoyé par l'un de ses amis dans lequel se trouvait une grenade de collection. Il l'aurait dégoupillée en la croyant inoffensive. Ça s'est passé cet après-midi dans un cabinet d'avocats donc dans le 8e arrondissement. Nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme a été tué dans un parking en bord de mer, dans le quartier de la Mandrague, hier soir. Les enquêteurs parlent d'un acharnement de la part de ces agresseurs qui lui avaient donc a priori donné rendez-vous et été criblé de balles. La victime de 26 ans était bien connue des services de police. C'était apparemment lié à un important trafic de drogue. Autre région où les armes et la violence sont extrêmement présentes, la Corse. Et le président français était à Ajaccio aujourd'hui. Le candidat, a déclaré qu'il voulait désintoxiquer les Corses de cette plaie. Laurent Desbonnets a suivi son déplacement. Oui, pour suivre ce déplacement, regardez, il fallait 2 badges. Le premier délivré par l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, le second par le palais de l'Élysée. Nicolas Sarkozy lui-même est arrivé ici en Corse à bord d'un avion présidentiel. Il est reparti dans un jet privé loué par son équipe de campagne. Même chose pour la voiture, une arrivée à bord d'une voiture présidentielle avec un petit drapeau français à l'avant, puis une voiture banalisée pour aller visiter une conserverie. Une manière pour Nicolas Sarkozy de montrer qu'il est toujours président de la République, qu'il a donc une stature particulière. Mais n'y a-t-il pas un risque de mélange des genres? Pas du tout, m'a répondu tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'y a tout simplement pas, dit-elle, de vacances du pouvoir. La porte-parole du candidat Sarkozy qui s'exprimait pourtant dans la préfecture d'Ajaccio, là où le chef de l'État Sarkozy tenait une réunion sur la sécurité. Une certaine confusion donc sur la forme, confusion également sur le fond, puisque tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, disait qu'il voulait désintoxiquer la Corse de la culture des armes et de la violence. Un discours repris tout à l'heure quasiment mot à mot par le candidat Sarkozy pendant son meeting. Image symbolique du candidat du Front de gauche devant l'AMF, l'autorité des marchés financiers, lui qui veut débarrasser la France de ses menottes boursières. Jean-Luc Mélenchon avec ses militants qui scandaient vendredi 13, pas de chance pour la finance. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui se prépare à tenir un grand meeting à Marseille après celui de la Bastille et celui du Capitole à Toulouse. Jean-Luc Mélenchon. Nous voilà chez l'envahisseur. Nous sommes venus marquer que nous avons bien vu ce qui se passe en organisant un marché à terme sur la dette française. La bourse allemande a organisé un moyen de prendre à la gorge le peuple français. Nous sommes là ce matin pour mettre en garde tous les Français. C'est donc à une stratégie de résistance qu'ils doivent se préparer pour frapper l'adversaire.
Alors justement, ces finances, effectivement, les bourses européennes clôturent en baisse pour ce dernier jour de la semaine. Madrid, 3,5%, moins 3,5%. Milan, c'est du même ordre. À Paris, le CAC perd 2,5%. Toujours les inquiétudes sur la dette espagnole, donc qui font paniquer les investisseurs. Deuxième point, eh bien, à cause du mauvais chiffre qui est tombé, le moral des Américains en baisse. Et puis, dernier élément, la croissance chinoise qui continue de ralentir. C'est officiel, la société Geodis, seul dossier d'ailleurs, a été retenu pour reprendre le transporteur Cernam. Tous les emplois ne sont pas sauvés. 1400 emplois étaient concernés par cette liquidation. 831 ont été repris. Les précisions du responsable de la Fédération des transports. C'est une joie pour nous, bien évidemment, mais surtout pour les salariés et pour les familles qui étaient dans l'angoisse de cette décision. Aujourd'hui, on a une proposition. Alors, elle vaut que pour ce qu'elle vaut. C'est 60% des salariés qui sont repris. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Bien évidemment, il faut continuer à se battre et à travailler pour que l'ensemble des salariés aient une proposition au moins d'emploi par la suite, et c'est ce que nous allons faire dès lundi en mettant en place la bourse de l'emploi que nous avions promis et en rappelant à ceux qui doivent nous donner donc des postes qui se sont engagés, et je pense bien évidemment à la SNCF qui doit nous faire une proposition de 500 postes pour que dès lundi nous ayons des propositions concrètes. L'événement était censé être une démonstration de force. La fusée nord-coréenne n'a volé que quelques secondes au final avant d'exploser. C'est un coup dur pour le régime qui comptait montrer aux autres pays qu'il avait les moyens de maîtriser l'espace. La fusée devait mettre en orbite un satellite. Mais pour les États-Unis, pour la Russie également, eh bien ces pays redoutaient un nouvel essai nucléaire. C'est en tout cas un nouvel échec, alors que l'on célèbre en ce moment même la naissance du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung. En Syrie, des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté ce vendredi. Objectif, tester l'engagement du régime à respecter le plan de paix international, mais le cessez-le-feu loin d'être respecté. 5 civils ont été tués par les forces gouvernementales. Nicolas Herbeau. C'est un des droits prévus par le plan de l'émissaire Kofi Annan. Manifester pacifiquement, librement et sans répression. Selon les ONG, des dizaines de milliers de Syriens sont descendus dans les rues en réponse à l'appel lancé par le Conseil national en exil. Mais comme l'opposition le craignait, le silence des armes n'a pas duré. Les forces de sécurité auraient abattu 5 manifestants. 17 auraient été arrêtés. Cette vidéo, tournée dans les environs de Homs, témoigne d'un long échange de coups de feu. De son côté, l'agence officielle a fait état de 4 morts. Déjà plus tôt dans la journée, des combats proches de la frontière turque ont violé le cessez-le-feu, 24 heures à peine après son instauration. Ces violations interviennent au moment où les Nations Unies demandent l'ouverture d'un couloir humanitaire et s'apprêtent à adopter une résolution pour envoyer une mission d'observation sur place. Nos équipes se tiennent prêtes à embarquer pour aller sur le terrain dès que cela sera possible. La trêve est donc précaire et le plan de l'ONU pas entièrement respecté. Des checkpoints contrôlent toujours les déplacements. Les chars des forces gouvernementales stationnent toujours dans les rues. Les obsèques nationales d'Ahmed Ben Bella aujourd'hui à Alger. Plusieurs chefs d'États africains ont rendu un dernier hommage à celui qui avait été le premier président algérien. Il est mort mercredi. Il avait 95 ans. C'est la fin de ce journal. À noter sur LCI qu'aux alentours de 20h45, nous suivrons le meeting du candidat de Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan, qui sera en région parisienne, dans le Val d'Oise. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Louis Baudin qui va nous dire le temps de notre week-end. Ensuite, on retrouve Emmanuel Kessler, c'est le journal de l'économie. Et puis ensuite, toujours avec Emmanuel Kessler, l'invité de l'économie. Et le reçoit ce soir Pierre Mongin, qui est le PDG de la RATP. Excellente soirée.